Bonsoir à toutes et tous. Chers jurés, bonjour. Merci beaucoup d'être présents en nombre aujourd'hui. Je l'ai déjà dit peut-être à certains, mais n'hésitez pas à vous servir en café, en thé, en jus de fruits. Vous pouvez vous lever même pendant la rencontre pour vous servir, il n'y a aucun souci. Merci à Madame Vellati qui va animer le café littéraire d'aujourd'hui, donc qui est enseignante à la faculté des langues et au département d'études lusophones. Juste un petit mot avant de passer la parole. À partir de vendredi 6 décembre, vous allez recevoir un lien pour voter, pour désigner votre roman préféré. Donc vous aurez à peu près un mois, 5 semaines, jusqu'à début janvier. Donc voilà, si vous êtes indécis, profitez de cette rencontre aujourd'hui, de ce café littéraire pour essayer d'éclaircir votre jugement. Merci beaucoup, bon café littéraire. Então, boa tarde a todas e a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas. Então, a gente começa o nosso terceiro café littéraire, le troisième café littéraire. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un roman qui s'appelle en français Noir et Blanc, écrit par Fernando Molique, qui est journaliste, écrivain brésilien. Et ce roman, il a été traduit en français par Paula Anacaona, qui a été là avec nous il y a quelques semaines. L'idée, ce n'est pas de parler de l'histoire du roman, parce que vous aurez l'occasion de le lire, j'espère, mais c'est de le contextualiser. Donc, parler des thématiques qui traversent cette histoire, ce roman, qui est considéré un polar, mais à mon avis, il peut être aussi considéré un roman social, parce qu'il va parler de la réalité brésilienne, de la violence. Bon, on verra pendant notre café littéraire. Donc, pour commencer, je vais parler vite fait de l'histoire. Donc, ce livre, il a été publié en 2005 et la traduction en 2019. Donc, il y a un écart entre l'original et la traduction. Le livre, il va aborder plusieurs facettes du racisme dans le pays, au Brésil, à travers une histoire qui va combiner des éléments de suspense et de, je sais pas si on dit romance. On dit comme ça en français? Ouais, romance. Romance, on dit? Ok. Donc, l'intrigue, le personnage principal, il s'appelle Frederico et on va l'appeler Fred. En portugais, Freddy, parce qu'on met un i à chaque fois. C'est un avocat et un militant du mouvement noir. Donc, le mouvement noir au Brésil, c'est un ensemble de mouvements sociaux qui vont lutter contre le racisme, pour les droits des personnes noires, pour la l'égalité l'égalité sociale. Et Fred, il entretient une relation amoureuse avec Béatrice, qui est elle fait partie de la police militaire. Et en portugais, on dit juste PM. PM, police militaire. Donc l'histoire, elle commence autour de la disparition de 3 jeunes noirs qui se baladaient dans une rue à Rio de Janeiro. Est-ce que vous savez situer Rio de Janeiro au Brésil? Oui, c'est dans quelle région? Le sud, le sud-est, le nord, oui? Exactement. Voilà, ça on dit, c'est... Oui. Non, c'était juste un. Donc, c'est le sud-est. Et ces jeunes, ils se promenaient, ils se baladaient près du Morro do Borel. Donc, je vous ai mis une photo du Morro do Borel. Alors, Morro, c'est la forme géographique, c'est une colline, mais c'est au Brésil, dans notre contexte socioculturel, c'est aussi une favelas. Donc, quand on dit Morro do Borel, c'est la favelas do Borel. Donc, elle existe, au Morro do Borel, ça existe dans la réalité. Et ça déclenche une série de situations qui reflètent les préjugés et les paradoxes liés à l'identité raciale au Brésil.
Donc, je vous invite à observer les deux couvertures. Donc, la couverture de la publication originale, le titre, vous observez, ça va changer. C'est Bandeira Negra Amor, et publié en 2005, et le titre en français, Noir et Blanc. Alors, on va faire une petite activité. Ici, vous avez une question. Alors, quelles idées ou sentiments vous viennent à l'esprit lorsque vous lisez ces titres et ces images? Donc, je vous laisse réfléchir. Pendant que vous réfléchissez, vous aurez des post-it, on a déjà fait ça en classe, vous aurez des post-it et vous allez écrire votre idée, votre sentiment, votre phrase. Ah ben ça peut être 2 phrases, oui, ça peut être 2 phrases si vous avez beaucoup à dire. Donc, l'idée, c'est vraiment quand vous regardez ces images, quand vous les observez, quand vous lisez les titres, alors ça vous fait penser à quoi? Donc, c'est ce qu'on a envie de savoir. Alors, ici, vous avez les post-it, je fais passer. Donc, vous pouvez écrire en portugais, en français, en espagnol, on accepte, en anglais, toutes les langues. Alors, pour ceux qui ont déjà terminé, vous allez coller votre post-it sur la fiche. OK? Et l'idée, c'est de faire un mosaïque. Est-ce qu'on dit mosaïque? Oui. Donc, l'idée, c'est de faire un mosaïque. Donc, je vous fais passer les affiches. Si vous n'avez pas de la place au fond, vous pouvez tourner l'affiche et coller à recto verso. OK, ça y est, vous avez réussi à écrire votre idée, votre sentiment. Oui? Oui ou non? Sim ou não? Sim, professora, não ainda. OK. Bon, je vais commenter les titres pendant que vous faites votre travail. Alors là, nous avons Bandeira Negra Amor. Donc, Bandeira Negra, c'est drapeau noir. Donc là, ça évoque l'idée de lutte, de résistance. C'est mon drapeau noir. Et Amor, c'est l'élément inattendu qui vient pour casser cette idée de drapeau noir. Donc, c'est l'élément qui vient pour compléter ce titre. Bandeira Negra, Amor. Donc, je trouve super beau ce mouvement, cette image mentale que le titre, il provoque. Après, vous avez Noir et Blanc. Un titre plus court, plus simple. Donc, Noir et Blanc, ça nous fait penser à une opposition, à une dualité. Noir et blanc. On peut dire aussi bien et mal. Donc, ça renvoie à cette image de 2 choses opposées et simples. Une idée simple. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de gris. C'est noir et blanc. Et qu'est-ce que vous voyez sur les images? C'est un homme ou une femme? É uma mulher? Homem. É um homem. Et il est comment? Les mains sur la tête. Il est de dos, les mains sur la tête. Alors, ça nous fait penser à une image qu'on voit souvent dans la presse brésilienne. Quand il y a des interventions de la police, on dit, les policiers, ils disent en portugais, mãos na cabeça. Et là, on va faire ça. Et donc, c'est les mains sur la tête. Cela suggère une réalité où les corps noirs sont systématiquement associés à la criminalité, mettant en lumière la violence policière et les préjugés sociaux. Parce que parfois, c'est des criminels présumés.
et la police, elle vient direct, elle dit « mãos na cabeça ». Et là, on doit faire comme ça. Et là, cette image, on la voit souvent sur la presse, dans la presse brésilienne. Donc, pour parler de noir et blanc, donc là, nous allons aborder justement ce racisme social, les préjugés, la violence policière. C'est des thématiques qui apparaissent dans ce roman. Vous avez 2 images. Dans la première image, bon, après je vais vous laisser lire vous-même. Et donc pour ça, il y a une question. Que remarquez-vous au-delà de l'uniforme ? Je vous laisse répondre. Sur la première photo, vous voyez, il y a des personnes. Est-ce que vous... Oui. Est-ce que tu sais dire c'est quoi la profession de ces personnes sur la première photo? Est-ce que quelqu'un sait dire? D'accord. Ils sont des travailleurs. C'est des travailleurs. C'est un uniforme qu'on porte dans la ville de Rio. Et là, vous avez un indice. Numéro 1, là, Emancipação Socialista, Greve dos Garis, Rio de Janeiro. Vous savez ce que c'est, gari? Ça vous dit quelque chose? Gari, c'est éboueur. C'est les travailleurs du nettoyage urbain. OK? Donc, à Rio, ils portent ce uniforme. Et là, c'est intéressant parce qu'on les voit de profil. On les voit pas comme ça. Ils sont comme s'il y avait un voyeur qui les regardait. Et la deuxième image, vous voyez qui? Vous voyez... ouais? Voilà. Est-ce que vous savez, il y a le lien là, juízes substitutos. Vous savez ce que c'est un juiz? Des juges. Substitutos, c'est suppléant. Donc là, c'est des juges suppléants dans l'état de Alagoas, qui est un état du nord-est. Et majorité de la population est noire. Mais les gens qui occupent cette position de pouvoir et de prestige, parce qu'un juge, c'est pas n'importe qui. Qu'est-ce que vous voyez de très... qu'est-ce qui ressort de cette photo par rapport à ces juges? Si on compare avec l'autre photo. Ouais, Emma? Voilà. Dans un état de majorité noire, de la population noire, ils sont tous blancs. Et l'autre, par contre, des travailleurs de la rue, on pourrait dire, c'est une profession, un travail qui a moins de prestige par rapport à un juge, par exemple. Et jugé comme ça et vu comme ça, il n'y a pas de personnes blanches. Donc ça nous fait penser à cette idée de noir et blanc, à ce contraste qui n'est pas comme ça, qui n'est pas par hasard. C'est un contraste qui rappelle notre histoire, la formation de cette société brésilienne. Alors, pour parler de ça, donc ça fait écho à un passage du livre, parce que Fred, notre personnage principal, il est au courant de ces tensions, parce qu'il est un homme noir, il est un avocat, donc il a un certain prestige social avec son travail. Il a réussi à monter l'échelle sociale, parce qu'il est devenu avocat. Et là, il dit, bien sûr, mais il reste noir. Et là, il dit, bien sûr que cela me gênait encore. J'avais la haine, je devenais fou. J'avais envie de pleurer, de les insulter, de leur sauter au cou. Mais je devais garder mon calme, ma sobriété. Tout dérapage pourrait être retenu contre moi. J'avais appris pendant mon enfance à être plus prudent que les autres. Tous ces éloges, il est si studieux, si gentil, si responsable.
si bien élevés, disparaissaient rapidement, remplacés par un froncement de sourcils, des lèvres serrées, des hochements de tête, un petit dérapage et la même histoire ressortait murmurée. Ils sont incorrigibles. Ils ont cela dans le sang. C'est génétique, que voulez-vous? Donc, dans ce passage, le personnage principal, Fred, malgré son statut d'avocat de prestige social, il est immédiatement réduit à des stéréotypes liés à sa couleur de peau. Donc, livreur, chauffeur, cela reflète les biais inconscients et implicites qui associent les personnes noires à des rôles peu reconnus. Et le personnage, il est conscient de ces tensions. C'est comme s'il devait faire 3 fois l'effort, être parfait, parce que toute erreur, ça pourrait être jugé comme ah oui, c'est un noir. Qu'est-ce qu'on attend des gens comme ça? Donc, il est conscient de ces tensions. Et par exemple, sa mère, il y a un autre passage du livre où sa mère dit mais Fred, vraiment, t'es pas si noir comme les autres, t'es café au lait. Comme si elle voulait dire, toi, t'as de la chance, tu peux avancer dans la vie, tu peux monter cette échelle sociale. Et donc, il a grandi avec ce discours de sa mère et en même temps, il essayait de masquer, de maquiller sa couleur de peau. Il lissait ses cheveux. Au Brésil, à une époque, dans les années 90, il n'y avait pas le lissage brésilien. Et moi, je me souviens, j'ai les cheveux bouclés aussi. Et je mettais des nylons et je dormais comme ça pour lisser les cheveux. Et beaucoup de gens qui ont les cheveux bouclés à cette époque, dans les années 90, faisaient ça. Et c'est intéressant parce que dans le livre, il décrit cette scène où il met le nylon et tout pour lisser ses cheveux. Donc ça, c'est une façon de masquer sa couleur de peau pour pouvoir justement monter l'échelle sociale. Oui? Ok. Ouais, tout à fait. Et Fred, il est au courant de ces tensions. Il est au courant de ça. Et ça, pour comprendre parce que le racisme au Brésil, c'est considéré un crime. Mais il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les microagressions. Sont des petits commentaires, des petits regards. Parfois, tu entres dans un magasin, il y a l'agent de sécurité qui vient derrière toi parce que donc il y a tout ça qui peut pas être considéré et jugé comme un crime, mais c'est très violent. C'est très violent pour la personne. Et Fred, dans le livre, il va beaucoup parler de ces tensions, de ces nuances de jugement, de ces petites violences. Et pour comprendre ça, il faut retourner un peu dans l'histoire. Et là, on arrive on récupère Debré, il était français, il est parti en mission au Brésil pour documenter, on dit comme ça, documenter le quotidien de la vie brésilienne. Donc, il a Instagrammé, genre le Brésil à l'époque. Donc, il a fait quelques centaines de planches de aquarelles où il a dessiné des scènes de la vie quotidienne au Brésil. Et là, on voit un dessin de Debré qui s'appelle « Retour en ville d'un propriétaire de chakra ». Et en retournant au Brésil, Debré, il a publié un livre qui s'appelle « Voyage pittoresque et histoire au Brésil ». Et ce livre, il n'a pas fait beaucoup de succès à l'époque. Parce que ce genre d'image, c'était pas ce que le lecteur européen de l'époque attendait. Le lecteur de l'époque, il attendait un indigène avec des plumes, avec des tucans autour, avec ses armes, avec des jaguars. C'est l'image exotique qu'il voulait voir du Brésil. Donc cette image, ce genre d'image n'a pas plu au lecteur européen. Debré, son livre, il n'a pas fait beaucoup de succès, mais il a été repris à partir de 1920-1930 par des sociologues, anthropologues,
justement comme un registre de ce quotidien, de cette vie, au Brésil. Donc, comme une source documentaire. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'artistes qui récupèrent les dessins de Debré et qui font une relecture. Et c'est le cas d'un artiste mineiro de Minas Gerais qui s'appelle Herbert Sobral. Et il a fait une relecture de la première image de Debré. Et moi, je la trouve géniale parce que là, on voit que ce système colonial, raciste, où les Noirs font les travaux manuels, ils servent aux Blancs, ce système, il n'a pas changé. Et ce qui me choque dans cette image, c'est que les deux qui ouvrent les portes, les deux personnes noires, ils portent des vêtements blancs comme la couleur de la voiture. Donc, c'est-à-dire, ils sont réduits à des objets. Moi, je lis ça comme ça. Je ne sais pas, après, vous pouvez avoir votre lecture à vous. Mais bon, ça fait un écho aux vêtements qu'ils portaient avant, mais c'est comme si, parce que la personne qui sort de la voiture, elle porte un gilet, un manteau rouge, des chaussures bleues, même la valise est bleue. C'est des objets de valeur. Mais la voiture, c'est comme s'ils étaient intégrés à l'objet voiture. Et ils étaient réduits, ils étaient un peu déshumanisés, réduits à l'objet. Et ça, c'est pour comprendre qu'après tout, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc, on reste une société très d'un racisme structurel. Et l'échelle sociale qu'on essaye on parle souvent des quotes, c'est des places pour les Noirs à l'université, mais il en faut beaucoup pour que ces genres d'images changent dans notre société. Après, on va parler un peu de la violence. C'est un autre thème qui traverse l'histoire du livre. Vous avez ici 2 titres de journaux brésiliens. Le premier, c'est Brasil de Fato. Et le deuxième, c'est G1. C'est un journal qui appartient à Globo, qui a une chaîne télévisée très connue. Il y a beaucoup de telenovelas à Globo, mais ils ont aussi un journal en ligne. Et là, c'est le journal en ligne. Donc, vous lisez ces 2 titres et vous me dites quelle est la réponse correcte. Vous avez A, B, C, D. Il y a une seule réponse correcte. Au fond, est-ce que vous arrivez à lire ceux qui non? Alors, le premier titre, c'est Em 11 anos, 73% dos homicídios no Brasil foram contra negros. OK? Ça va? Oui? Vous voulez... j'ai besoin de traduire? Non? OK. E le deuxième, c'est taxa de homicídio de homens negros no Brasil é quase 4 vezes maior do que a de não negros, aponta um estudo. Et l'étude, ça a été le IBGE, c'est une étude démographique qui est faite au niveau national. Est-ce que vous savez déjà la réponse? Oui? C'est laquelle? B? B? Tout le monde est d'accord? Oui? Donc là, la B dit la majorité des homicides au Brésil a pour victime des personnes noires, mettant en évidence une inégalité raciale. Donc, ça fait aussi un écho à l'histoire du roman, parce que les 3 jeunes qui se baladaient dans la rue le soir, ils étaient noirs. Au Brésil, c'est pas la même chose. 3 noirs qui se baladent dans la rue, c'est pas comme 3 blancs qui se baladent dans la rue. Et il y a une différence. Et la police... après, ils sont disparus et ils ont été assassinés. Et la police, elle est dans le roman, elle est suspecte. Comment dire? Elle est suspecte d'avoir tué ces trois jeunes. Mais pourtant, ils n'avaient rien fait. Et c'est ça. C'est de cette violence. C'est cette violence que le livre il veut montrer. Donc là, il y a un passage de la PM, cette
policière qui travaille dans le cas de cette disparition des 3 jeunes, elle parle avec sa manicure. Et la manicure, elle a vu la policière à la télé et elle dit « Ah, bah, j'ai adoré te voir remettre en place ce journaliste. Les médias ont la sale manie de défendre les délinquants. Pour moi, c'est clair. Ces 3 Noirs, ils étaient des voyous, ils devaient avoir des dettes, être des trafiquants. De toute façon, ils allaient mourir un jour ou l'autre. Et même si la police qui a fait le coup, si c'est la police qui a fait le coup, où est le problème? Pour moi, il vaut mieux les tuer que les laisser en liberté. Il faut les tuer avant qu'ils nous tuent. 3 au moins, c'est toujours ça. Donc, ça parle de cette violence policière, de cette violence, comme j'ai écrit, c'est un préjugé profondément ancré, parce que 3 jeunes noirs qui se promènent dans la rue, ils sont direct associés à la criminalité, aux favelas, au trafic de drogue. Et peut-être, il y a un qui était joueur de foot, mais il n'était pas du tout dans cette histoire de trafic, ni les 2 autres. Donc là, ça montre un préjugé ancré. Les 3 jeunes noirs mentionnés sont automatiquement associés à des activités criminelles et sans preuve, renforçant la stigmatisation raciale. Et aussi, ça parle de la violence policière et de l'impunité. Donc, ce passage montre la défense implicite des actions policières, même si elles sont violentes ou illégales. Quand elle dit « vaut mieux les tuer que de les laisser en liberté ». Et on pourrait penser que ça arrive que aux hommes, que aux jeunes noirs qui se baladent dans la rue. De toute façon, c'est de leur faute. C'est ce qu'on dit aux femmes, par exemple, quand elles sont violées. On dit pareil, bah, c'est de la faute. Elle n'avait que couvrir son corps. Et donc, c'est un peu le même mécanisme. Mais c'est pour vous dire que ça arrive pas que aux jeunes pauvres noirs des favelas. Ça arrive aussi à cette violence policière, aux personnes qui essayent de changer les structures de la société et montrer qu'il y a d'autres chemins et qu'on peut construire autrement. Et donc pour ça, je voudrais vous montrer l'histoire de Marielle Franco, qui était conseillère municipale à Rio de Janeiro et qui a dénoncé des violences policières commises contre les jeunes, les noirs, les gens des favelas. Alors, je vous montre vite fait le reportage. Voilà. Donc, l'histoire de Marielle, c'est pour montrer que toutes ces personnes, ces voix qui essayent de changer ce système, cette structure sociale, sont des voix, comme j'ai écrit, étouffées. Il y a un système qui est mis en place qui veut pas forcément que les choses se transforment et changent. Et il faut penser que le Brésil a reçu pendant les siècles de colonisation, il a reçu entre 4 et 5 millions de personnes qui ont été trafiquées d'Afrique pour être esclaves au Brésil. Il a reçu environ 40% de toute la population, toutes les personnes qui ont été trafiquées. Donc, il a reçu 40%. Et après l'abolitionnisme, ces personnes, en fait, elles ont été abandonnées à leur sort, en fait. Il n'y a pas eu indemnisation. Ceux qui ont reçu des indemnisations, ce sont les seigneurs, ceux qui avaient les personnes comme esclaves. Eux, ils ont reçu une indemnisation de l'État parce que leurs esclaves à eux, ils étaient en liberté. Et beaucoup de ces personnes, ils sont restés dans les fermes à travailler parce qu'ils pouvaient aller nulle part. Donc pour pouvoir continuer à vivre, à manger, à dormir, donc ils sont restés où ils étaient. Et donc c'est pas facile de changer cette histoire. Et l'art et la littérature, c'est un moyen de raconter autrement. Et c'est ce qui a fait un rappeur brésilien qui s'appelle Emicida.
Vous pouvez voir son documentaire sur Netflix. C'est de 2020, ce documentaire. Et lui, il a écrit une phrase que je la trouve très belle. Il a dit: não há prédio, não há uma igreja, uma avenida nesse país que não tenha mãos pretas na sua construção. Et bon, pour la traduction, il dit: il n'y a pas un bâtiment, une église, une avenue dans ce pays qui n'ait pas des mains noires dans sa construction. Et je trouve très vraie et très belle cette phrase. Et pour apporter ma touche, parce que je suis linguiste de base, je voudrais dire que c'est pas que le pays qui a été construit par des mains noires, mais aussi la langue. Le portugais brésilien, il a été construit par des parlers et des voix noires. Donc on parle de le portugais brésilien est une langue très africanisée. C'est-à-dire on peut imaginer que les personnes qui arrivaient au Brésil à l'époque, ils parlaient pas du tout portugais. Certaines personnes parlaient parce qu'ils restaient dans les ports en attendant les navires. Et ils apprenaient un peu le portugais, mais en arrivant au Brésil, la plupart de ces personnes ne parlaient pas portugais. Et donc, ils ont appris le portugais comme vous apprenez le portugais comme langue étrangère, langue seconde. Comme moi, j'ai appris le français. Et qu'est-ce qui reste quand je parle français? Qu'est-ce que vous entendez? La première chose, c'est un accent. Donc, ils avaient leur accent à eux, ils avaient leur manière de parler, leur manière de remplacer certains mots. Par exemple, moi, à la maison, quand je veux faire un thé, je dis à mon copain qui est français, je dis « Ah ben, je vais me faire un tézinho ». Parce que le diminutif en portugais est inho. Et donc, au lieu de dire « je vais me faire un petit thé », parce que je trouve difficile à dire, et je préfère dire « Ah ben, je vais me faire un tézinho ». Et lui, il commence à dire lui aussi « Ah, je vais me faire un tézinho moi aussi ». Je vous dis, d'ici 2200, tout le monde en France va dire tézinho. Parce que c'est comme ça que la langue se construit et c'est exactement comme ça que le portugais brésilien est devenu portugais brésilien avec toutes ces marques des langues africaines. Surtout les langues bantu, bantas, línguas bantas. Y a quelqu'un qui veut parler. C'est toi. Non, et ça c'est une question super intéressante parce que la structure de la langue portugaise, ce qu'on dit le portugais archaïque, il avait une structure qui a permis que les langues elles se sédimentent, les langues africaines sédimentent. Donc au Brésil, il n'y a pas eu un créole, il y a eu un mélange, un vrai mélange. Parce qu'il y avait déjà une structure de base qui permettait ça, par coïncidence. Il y avait autre personne qui voulait parler? Non? Elisabeth, toi, à côté, non? Très bien. Donc, juste pour vous montrer... donc avant, il y a une sociologue qui s'appelle Lélia Gonzalez et elle parle de português. Donc, português, c'est le preto de noir, e gays de portugais, português. Et elle parle de cette langue. Elle parle de ce parler africanisé. Et là, il y a une personne qui lit un extrait d'un écrit à Lélia Gonzalez. Donc, il y a un racisme, il y a un préjugé sur cette manière de parler aussi, comme avec la couleur. Pareil pour la langue. On dit que c'est des préjugés linguistiques. Et pour vous montrer les influences des langues africaines, justement, cette africanisation du portugais, j'ai séparé, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai séparé en lexique, phonétique et syntaxe. Et ici, il y a tous les mots d'origine africaine. Alors, l'idée, c'est de deviner c'est quoi la traduction en français. Caçula, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait, au fond?
Oui, c'est des langues, on dit c'est des langues bantu, Kimbundo, Kikongo, aussi le Yoruba. Mais il faut savoir que l'Afrique, c'est pas un pays, c'est pas une unité, c'est un continent avec beaucoup de pays, avec plus de 2000 langues. Et il y a beaucoup d'études et d'ethnolinguistes qui essayent justement de découvrir. Ils passent leur temps à découvrir. Ah, bah, ce mot, il vient d'où? Et l'autre, il vient d'où? Mais ça, c'est très récent. C'est les études dans ce domaine de la linguistique sont très récentes. Mais ce qu'on sait, c'est que la plupart, c'est des langues venues de Angola, les langues Kimbundu, Kikongo. Et aussi, il y a d'autres langues, mais qui ont influencé, par exemple, plus le lexique. Mais il y a vraiment beaucoup d'études spécifiques sur ça. Mais on a du mal. On a vraiment du mal à dire. Mais caçula, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait la définition? Quand je dis, eu tenho caçula, eu tenho filho caçula. Oui, c'est le Benjamin. Et je crois qu'au Portugal, on dit Benjamin. Au Portugal, comme en français, on va dire Benjamin. Baba. Ouais. Nounou, exactement. Baba. Samba. Samba. Ça, vous savez, hein? Oui, exactement. Oui, et aussi, il y a un compositeur, chanteur brésilien, Vinícius de Moraes, qui dit « O samba é uma forma de oração ». Parce que samba, à la base, c'était une manière de prier. Et pour ça, il dit ça dans cette chanson. Mais effectivement, c'est une danse, un rythme et un genre. Bamba. Quand je dis ce joueur de foot, il est très bamba, il est en bamba. Beau. Ah, cet étudiant, il est en bamba en portugais, ele sabe tudo. Il est très fort, il est un expert. Voilà, très bien. Et bagunça. Je peux dire, par exemple, ma chambre est uma bagunça. C'est un désordre, voilà. Les mamans disent, tá uma bagunça, vai arrumar bagunça, né? Ok. Pour la phonétique, donc, contrairement au Portugal, nous, on n'aime pas les consonnes quand elles sont ensemble. On a du mal. Et à chaque fois, on met une voyelle. Et donc, notre portugais, il est consonne-voyelle, 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 comme les langues africaines, certaines langues africaines. Et donc, au lieu de dire rythme, j'ai bien prononcé rythme, on va mettre un i et on va dire ritmo. Même si ce i, il n'existe pas à l'écrit, on dit ritmo. Pneu, on va dire pneu. Pneu, on met un e parce qu'on n'aime pas les consonnes quand elles sont seules. Et ça, c'est une différence qui est quand on sait que c'est un accent que c'est un portugais brésilien, c'est parce que c'est à travers aussi il y a la musique et tout, mais c'est parce qu'on évite vraiment, on aime mettre les voyelles entre les consonnes. Et pareil pour le verbe falar, on ne dit pas falar, on dit falar, falar. Et on élimine le R. Aprender. Aprender, on ne dit pas aprender, aprender. Eu vou aprender português. Je vais apprendre portugais. Et finalement, une chose que moi j'adore, c'est ce qu'on fait en inverse. On met soit le verbe avant le reste de la phrase, devant le reste de la phrase. Par exemple, le café sur la table. O café está na mesa. Et nous, on dit tá na mesa o café. C'est sur la table le café. Donc, on fait ce genre d'inversion. A carta chegou para você. La lettre est arrivée pour toi. Chegou a carta para você. Et après aussi, un autre détail, c'est qu'on va marquer le pluriel sur le premier élément. On n'a pas besoin de
par exemple, si c'est un pluriel, on n'a pas besoin de redire ça, de re-indiquer ça dans le deuxième élément. Donc, on va dire os meninos tão lá fora. On prononce le S en portugais, donc on ne va pas dire os meninos tão lá fora, os meninos tão lá fora. Donc, on va supprimer ce S du deuxième élément parce que c'est déjà indiqué dans le premier. Vous faites déjà ça en français parce que vous avez tout coupé. Donc, on dit les garçons sont à l'extérieur, mais c'est pluriel. C'est différent de dire le garçon est à l'extérieur. Donc, vous êtes en avance par rapport à nous. Mais nous, on a aussi notre façon d'économiser linguistiquement la chose. Et après, on dit que les Africains, à l'époque, ils avaient du mal à prononcer le LH, qui est un son qui vient, par exemple, on a le même son en espagnol, quand on dit llamar, llamar. On a mulheres, et les Africains, ils n'arrivaient pas à prononcer le LH, ils disaient mulher, as mulher. Ils mettaient un I. C'est comme l'œil, on dit olho, et on peut dire olho. Os olhos, on dit os olhos. Ma grand-mère, elle disait ça, os olhos. C'est les yeux. Donc, elle ne mettait pas un LH, elle disait os olhos. Et ça, c'est jugé socialement comme un langage, on dit portugais populaire brésilien. Parce que c'est le peuple qui parle comme ça. Et le peuple, c'est les gens qui parlent ce portugais africanisé. Donc, pour conclure, Fernando Mollica, dans une interview, il a dit lui-même, parce que lui, il est journaliste et il écrit beaucoup sur le factuel, c'est-à-dire la chose. Il n'y a pas d'art, il n'y a pas d'évasion. Donc, il écrit les choses telles quelles. Et il a dit, ce que j'ai eu envie de faire avec mon histoire, c'était de parler de cette violence, de cette douleur, de ces inégalités, de ce préjugé, d'une façon qui n'est pas factuelle, avec des gaps, des espaces entre... utiliser les espaces pour vraiment sortir de ce qui est factuel, de ce qui est... Et là, il a même cité cette chanson qui a été enregistrée par un compositeur-chanteur brésilien et aussi une chanteuse, c'est Chico Buarque et Maria Bethânia. Ils ont enregistré une chanson qui va parler de ce qui n'apparaît pas dans les journaux, de cette violence qui n'apparaît pas dans le journal, de ce préjugé qui n'apparaît pas dans le journal. Donc, je vous laisse écouter la chanson. Et vous avez une ligne à la fin, c'est pour découvrir la dernière phrase de la chanson. La personne qui découvre va gagner un voyage au Brésil pendant 2 semaines, payé par vous-même. D'accord. Et alors, c'est qui est... Alors, on laisse la... Et là c'est Chico Buarque. Presque. C'est de la même... Est-ce que tu peux répéter? A dor da gente não sai no jornal. Et c'est ce que Fernando Mollica il a dit qu'il a voulu faire avec ce livre. Il veut parler de cette douleur des gens qui n'apparaît pas dans le journal. C'est-à-dire utiliser la fiction comme moyen de peut-être pas changer les choses, mais pour un instant, avec un livre comme Hémicide a fait avec son documentaire, peut-être de raconter cette histoire autrement. Parce que notre histoire, il faut dire, elle est racontée par des blancs, elle a été écrite par des mains blanches, on dit souvent comme ça. Et là, c'est une façon de voir les choses autrement. C'est un thème, pour moi, très difficile d'aborder parce que la violence, les préjugés, etc. Mais j'espère vous avoir donné ce goût de lire, d'éveiller cette curiosité, cette flamme,
pour lire et connaître ce roman. Et en comprenant tout ce qu'il y a derrière l'histoire et les enjeux, cette complexité de la société brésilienne. Voilà. C'est bureaucratique. Bonjour à toutes et à tous. Théora, merci beaucoup. Je suis désolée du retard parce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Et merci à vous surtout d'avoir participé à cette séance. Comme vous le savez, c'est la dernière séance de présentation des 3 livres qui participent au prix Caméléon. Donc, j'aimerais remercier Kellen Gutierrez qui est là aussi et qui a organisé la première séance. Très bien. Moi, j'étais avec vous il y a 2 semaines pour la 2e et du coup, Théora pour la 3e. C'était génial. Je ne vais pas juste dire que c'était la meilleure parce que chacune de nous souhaite que notre livre gagne. Donc, c'est un peu difficile. Mais comme vous avez vu aussi, on a choisi des thématiques qui sont très importantes dans le contexte actuel du Brésil, qui sont très polémiques. La question agraire, la question raciale, la question des indigènes, des droits des minorités. Donc, c'était vraiment un choix très réfléchi. J'espère que vous allez faire votre choix consciemment. Moi, j'adore les indigènes, par exemple. La thématique, elle est très, très bien, mais non, je plaisante. Mais juste pour finir, j'aimerais vous dire qu'on a fait un travail aussi en parallèle. Toute cette année, c'est l'année du Brésil, donc on a le prix Caméléon, mais on a plusieurs activités en parallèle. Et on a créé une playlist de musique brésilienne qui traite des questions liées au livre, mais aussi d'autres, comme des questions de genre, par exemple, qui n'apparaissent pas forcément dans le livre, même si on a implicitement, mais implicitement non, même directement, en Torturado et Terre Noire, même ici aussi. Mais bon, vous avez une playlist de 15 musiques qu'on a travaillé avec nos étudiants de L2. Donc, la playlist, elle est disponible sur notre page internet de l'année du Brésil. Donc, vous pouvez consulter Année du Brésil Lyon 3. À votre droite, il y a une ligne avec tous nos événements passés et il y a une playlist que franchement, elle est très très bien. Et donc, tout le rythme possible du rap. Et donc, j'y ai pensé parce que Emicida est là et Amarelo est là, la musique, la chanson. Donc, vous allez voir, consulter, participer et voter bien l'année prochaine. Ok? Merci beaucoup. Et juste pour mes étudiants, vous avez bien signé la liste de présence, non? Je vais la laisser ici. Il y a des tables ici. Vous venez signer. Voilà, c'était ça.